Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa Heslop et je travaille au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Aujourd'hui, nous animons un webinaire sur la trousse d'aide qui vise à identifier et répondre à la violence familiale pour les conseillers juridiques en droit de la famille. Le webinaire que vous allez regarder est financé par l'Agence de santé publique du Canada avec l'Université Western et nos partenaires de l'Alliance. Le webinaire est fourni en français et en anglais. Le français est fourni au moyen de l'interprétation. Alors, vous voyez un globe au bas de votre diapo qui vous permet de choisir la langue de votre choix. Les diapos avanceront en anglais et en français. Alors, si vous voulez regarder les diapos en français, vous pouvez cliquer sur Affichage en haut de l'écran et ensuite, vous pouvez choisir les diapos en français ou en anglais. Si vous avez de la difficulté à naviguer ces options, veuillez mettre un message dans le clavardage et notre équipe vous aidera. Il y a une exception. Nous allons montrer les diapos à l'écran ici en anglais parce que c'est un système très complexe d'essayer de le présenter dans les deux langues. Alors, le webinaire aujourd'hui sera enregistré dans les deux langues et il sera affiché sur le site web du droit de la famille, violence de la famille, droit familial. Alors, les caméras sont éteintes. Si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez les afficher dans dans le module de questions et réponses. Et si on a le temps à la fin, on y répondra. Prochaine diapo. Nous voulons reconnaître les terres traditionnelles sur lesquelles vous vous trouvez et nous vous invitons à vous joindre à nous pour reconnaître et remercier les générations de peuples autochtones qui en ont pris soin et pour célébrer la force et l'esprit toujours présents des peuples autochtones. Le travail qui se poursuit pour que devienne réalité la promesse de vérité et de réconciliation dans nos collectivités, et plus particulièrement pour que les femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada obtiennent justice, devrait inspirer nos discussions pendant ce webinaire et par la suite. Prochaine diapo. Bon, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter nos deux conférencières. Shermanie est chercheuse principale en sciences sociales à la Division de la recherche et de la statistique du ministère de Justice du Canada. Elle a obtenu son doctorat en psychologie en 2001 et depuis, elle participe à de la recherche auprès de Justice du Canada en droit de la famille. Elle est la coprésidente fédérale du sous-comité de recherche du Comité de coordination fédéral provincial territorial des hauts fonctionnaires justice familiale. C'est un nom assez long. Elle était aussi chef de projet de la trousse d'outils AIDE. Ensuite, Bianca Stumpf, elle travaille avec Shermanie et elle est chercheuse junior. Elle est une chercheuse qualitative en sciences sociales et a obtenu une maîtrise d'art en sociologie de l'Université d'Ottawa en 2019. Ces domaines de recherche ont tendance à se concentrer sur le droit de la famille, les enfants et les jeunes victimes d'actes criminels et la justice pour les jeunes. Bianca a aussi été membre clé de l'équipe qui a développé la trousse d'outils AIDE. Et nous sommes aussi heureux de souhaiter la bienvenue à Robin Tremblay. Elle est avocate au sein de l'équipe du droit de la famille et de l'enfance du ministère de la Justice du Canada. Elle a travaillé dans divers domaines politiques, notamment la prévention du crime, les victimes d'actes criminels, la justice pour les jeunes, le droit de la famille et la violence familiale. Un aspect important de son travail actuel consiste à améliorer les réponses du système de justice familiale à la violence familiale. Robin a aussi été membre clé de l'équipe qui a développé la trousse d'outils AIDE. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à vous trois. Bon, alors je me lance. Je veux commencer par dire que nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui pour vous parler du projet de trousse d'outils AIDE. Mais avant de commencer, je veux prendre un instant pour reconnaître que
toutes les trois, nous sommes situés à Ottawa, qui est le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin-anishinaabe. Alors, la trousse d'outils aide représente la combinaison de 3 années de recherche et d'efforts de beaucoup d'organisations partout au Canada. En fait, j'ai vu beaucoup de noms que je connais très bien sur la liste des participants il y a quelques instants. Il y a des gens qui participent à l'appel et à ce webinaire qui ont eu un impact sur le développement de cette trousse d'outils aide et je vous remercie pour votre travail. Alors, cette trousse d'outils a duré 3 ans, son développement, mais le contexte pour ce travail a commencé plus tôt. En fait, ce travail a commencé au milieu des années 2000, en fait en 2010. Ce projet a été géré par l'équipe de Justice du Canada, mais il s'agissait d'un effort de plusieurs personnes. L'outil d'aide a été lancé en janvier 2022. Alors, ça fait 1 an maintenant. Et le développement de cette trousse d'aide était un aspect clé du travail de Justice Canada pour améliorer la façon dont le système de justice familiale réagit à la violence familiale. Il est axé sur des recherches qui ont été menées par nous et par d'autres partout au Canada et il se concentre sur l'identification et la réponse à la violence familiale par les avocats de la famille. Il y avait une lacune qui avait été identifiée dans les recherches en ce qui a trait à la disponibilité des soutiens. Alors, il y avait des soutiens dans d'autres professions, mais pas pour les avocats en droit de la famille. Nous avons entrepris des recherches, nous avons mené un sondage biannuel auprès des avocats et des juges et nous avons trouvé que beaucoup des avocats en droit de la famille ne faisaient pas un dépistage régulier de leur dossier. Et la plupart d'entre eux n'avaient pas d'outils standards qu'ils utilisaient. Alors, c'est une lacune qui a été repérée. Ensuite, la recherche a aussi porté sur une publication que nous avons financée qui s'intitule « Ce que vous ignorez peut vous faire du mal, l'importance des outils de dépistage de la violence familiale pour les praticiens du droit familial ». Alors, le responsable de ce projet était Luke's Place. Luke's Place a fait une analyse de la documentation, a analysé 86 outils et a remarqué qu'il n'y avait pas d'outils de dépistage standardisés pour les avocats en droit de la famille au Canada. Et lorsque les outils de dépistage sont utilisés de façon appropriée, il peut y avoir une augmentation de la violence familiale. Alors, il faut bien les utiliser. Ce rapport a fait plusieurs recommandations, y compris l'utilisation d'un outil de dépistage universel pour les avocats en droit de la famille. Il a aussi recommandé l'utilisation d'un outil commun pour aider les clients et c'est cela que vise à faire la trousse d'aide. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'approche adoptée pour développer la ressource et il fallait que nous développions une ressource qui serait utile pour les conseillers juridiques, mais aussi qu'ils utiliseraient. Alors, le rôle du conseiller juridique est devenu un élément central de ce travail. Comme je l'ai mentionné, la trousse d'outils a intégré plusieurs composantes. Il y a eu du travail qui a été fait à plusieurs égards et qui a été réalisé par beaucoup de personnes. En entrant dans le projet, on savait que tout outil développé serait adopté de façon volontaire, ne serait pas obligatoire et qu'il faudrait qu'il soit cadré de façon à ce que les conseillers juridiques puissent l'intégrer dans leur pratique. Alors, quelque chose qui peut être intégré plutôt que d'ajouter une structure sur un ensemble de réunions déjà lourdes avec les clients. Nous avons exploré les préoccupations des conseillers juridiques. Nous avons obtenu 750 réponses de conseillers juridiques lors d'un sondage, ce qui est incroyable.
Les conseillers juridiques nous ont fait part de leurs préoccupations et de ce qui se passait dans leur pratique. Et nous nous sommes rendus compte qu'il en fallait plus. On avait besoin de plus d'informations, plus de contexte sur ce qu'est la violence familiale. On avait besoin des conseils pour ceux qui n'avaient jamais abordé la violence familiale dans leur pratique, y compris la façon de poser des questions sensibles aux clients. Il y avait des avocats qui entraient en droit de la famille sans vraiment comprendre ce qui se passait et sans avoir reçu la formation adéquate et se demandaient s'ils arriveraient à bien faire les choses et ce, sans nuire à leurs clients. Et le plus important, c'est qu'on voulait pouvoir intégrer une approche, une perspective tenant compte de la violence et des traumatismes, ainsi que la sécurité culturelle et la sensibilisation culturelle. Il s'agit de domaines que de nombreux conseillers juridiques ne connaissent pas très bien s'ils la connaissent du tout. Alors, voilà les composantes qui nous ont orientés dans l'élaboration de ce projet. De plus, nous savions qu'il n'était pas nécessaire de créer quelque chose de révolutionnaire. Les conseillers juridiques ayant beaucoup d'expérience dans les dossiers de violence familiale faisaient déjà le travail, le faisaient bien. Alors, nous, on voulait pouvoir embouteiller cette expérience de ces conseillers qui avaient de l'expertise, y inclure des recherches qui aidaient à identifier la façon de répondre à la violence familiale, ajouter une perspective tenant compte de la violence et des traumatismes, adopter une approche intersectionnelle et ensuite regrouper le tout et l'intégrer de façon à ce que ça puisse être facilement compris et aussi que ça ne soit pas, que ça ne contienne pas 4000 pages. Ça a été difficile. Nous avons fait des efforts collaboratifs avec d'autres pour créer un outil qui est quand même assez long, mais qui diffuse les connaissances nécessaires. Prochaine diapo. Alors, pour vous montrer l'importance de la collaboration et l'ampleur de la collaboration, voici un diagramme. Ce n'est pas un département uniquement de Justice Canada. Ce projet est la propriété des professionnels en droit de la famille, des fournisseurs de première ligne, des conseillers juridiques de partout au Canada. En général, les personnes ont partagé du temps, de l'expertise et des ressources dans ces domaines et je pense qu'on peut vraiment voir qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont impliquées. Alors, voici quelques exemples de personnes qui ont siégé au comité consultatif pendant le projet. Il y avait une équipe de spécialistes en la matière. Certains avaient travaillé au sein d'un projet VEGA, un projet d'envergure qui examinait la façon de réagir à la violence familiale dans le domaine médical et de services sociaux. Alors, beaucoup de travail qui avait été fait a pu être intégré ici. Il y avait des collègues fédérales des ministères du Canada ainsi que de la Condition féminine Canada. Et nous avions des collègues qui étaient experts techniques. Nous avons invité des centaines d'organisations pour nous aider à examiner le contenu une fois qu'on était rendu à l'ébauche. Il y a eu plus de 60 avocats en droit de la famille qui ont examiné la trousse à différents points de son élaboration et nous avons vraiment fait en sorte de pouvoir faire que ce soit un effort communautaire plutôt qu'un effort individuel de Justice Canada. Alors, je pense qu'en bout de ligne, lorsqu'on a fait la mise à l'essai avec les avocats, je pense que les efforts se sont vraiment bien présentés. Lors des entrevues, disons qu'il y avait un nouvel avocat qui travaillait depuis moins d'1 an en droit de la famille. Il y en avait 2, en fait. Et on a parlé, ils avaient imprimé la trousse, ils avaient mis des onglets et ils parlaient de l'utilité des différentes composantes et ils passaient d'un onglet à l'autre et ils expliquaient à quel point le guide et les scénarios les avaient aidés. Nous avons aussi mené des entrevues avec des avocats qui pratiquaient depuis très longtemps, qui avaient beaucoup d'expérience et voici ce qu'ils nous ont dit. Je ne sais pas ce qui est nouveau dans cette trousse d'outils. Ça semble être des choses que je fais déjà. Mais ce que ça fait, c'est que ça me rappelle de vérifier certaines choses. Alors, il y a toutes sortes de petites composantes et je me dis, ah oui, il faut que je pense à cela. Il faut que je demande à ma cliente. Alors, nous avons trouvé que nous pouvions répondre aux besoins des avocats débutants et nous avons aussi pu répondre
ou plutôt embouteiller l'expérience des avocats d'expertise et chevronnés. Et même ces derniers nous ont dit qu'ils avaient trouvé notre trousse d'outils utile. Alors voilà tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Prochaine diapo. Comme je l'ai mentionné, l'un des éléments clés de ce travail était d'intégrer une approche tenant compte des traumatismes et de la violence et d'intégrer un principe de sécurité et de sensibilisation culturelle. Nous savons qu'il s'agit d'un élément très important dans un outil qui aidera les gens à parler de sujets qui sont très difficiles. Beaucoup d'avocats, pour la plupart, avaient très peu de connaissances ou de formation dans ce domaine. Alors, nous ne sommes pas les expertes en matière de traumatisme et de la violence. Alors, nous nous sommes assurés de parler à des experts en la matière qui pouvaient fournir cette orientation et qui pouvaient nous aider à intégrer ce contenu dans la trousse d'outils de façon rationalisée. Alors, comment avoir des conseils, comment penser à des questions de sécurité culturelle, comment faire en sorte que les clientes sont protégées pendant tout le processus et pendant toutes les interactions. Nous avons parlé à ces experts et nous avons aussi entrepris des dissertations éclairées. Nous avons parlé à des nouvelles arrivantes, nous avons parlé à des femmes handicapées, nous avons parlé à des femmes de la communauté des LGBTQ2+. Alors, nous avions ces documents éclairés. Nous avons intégré cette information dans la trousse d'outils et nous allons publier un résumé. Et nous sommes en train de finaliser du travail avec Égalité des genres au ministère. Alors, nous avons eu des experts, des contractants, des communautés autochtones qui ont parlé de la façon d'identifier la violence familiale dans leur communauté et qui ont présenté des éléments auxquels il faut penser. Alors, nous sommes en train d'ajouter des couches à ce projet. Et nous avons un projet d'envergure avec Peter et son équipe où nous allons parler du rôle parental et de la violence familiale. Alors, nous sommes encore en train de travailler ces composantes. C'est un projet sans fin. Nous espérons pouvoir faire d'autres essais et nous voulons voir comment la trousse d'outils est en train d'aider les gens et ce que nous pouvons changer. Alors maintenant, je veux vous expliquer pourquoi cet outil s'appelle l'outil d'aide. Nous nous sommes rendus compte très tôt que nous aurions besoin d'un acronyme. Presque une sorte d'aide-mémoire pour les gens qui sont débutants dans le domaine. Alors, nous avons cerné cet acronyme et nous espérons qu'il pourra aider les gens à réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Alors, le A, c'est avoir une première conversation au sujet de la violence familiale. Ensuite, le I, identifier les risques immédiats et les inquiétudes en matière de sécurité. Le D, développer vos connaissances sur la violence familiale pour déterminer les recommandations à faire à votre cliente. Et E, encourager la sécurité tout au long de la cause en droit de la famille. Alors, nous avons fini par établir la trousse d'outils autour de cet acronyme. Nous avons trouvé que c'était un acronyme qui interpellait les gens et les gens aimaient l'utiliser. Prochaine diapo. Alors, vous avez peut-être remarqué que nous ne l'appelons pas un outil de dépistage. C'est un terme que nous connaissons tous et toutes. Le concept de dépistage a été critiqué dans les champs de recherche et dans d'autres domaines parce que le dépistage implique que le fait de poser des questions, c'est suffisant. Et cette trousse d'outils, ce n'est pas le cas. Il y a des questions, mais il y a aussi mais ces questions sont intégrées avec d'autres éléments. Alors, nous savons que l'approche de dépistage peut traumatiser à nouveau les clients. Alors, nous avons essayé d'éviter ces termes pour pouvoir rester uniforme avec la perception qu'il s'agit d'une approche ou d'un outil tenant compte des traumatismes et de la violence et qui vise à soutenir les conseillers juridiques. Alors, je pense que c'est tout. Merci. Je cède maintenant la parole à Robin, qui va parler des dispositions de la loi sur le divorce. Merci. Alors, la trousse d'outils a été développée
autour des dispositions de la loi sur le divorce portant sur la violence familiale. Alors, la loi sur le divorce a été amendée à partir du 1er mars 2021. La loi sur le divorce, présentement, donne une définition fondée sur des données probantes de la violence familiale. Alors, selon la loi sur le divorce, la violence familiale s'entend de toute conduite constituant une infraction criminelle ou non d'un membre de la famille envers un autre membre de la famille qui est violente ou menaçante, qui dénote par son aspect cumulatif un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d'une autre personne. La définition reconnaît aussi que l'enfant est exposé directement ou indirectement à une telle conduite et que cette exposition constitue de la violence familiale en soi. La définition stipule que la conduite n'a pas besoin d'être criminelle pour tomber dans la définition de violence familiale. Prochaine diapo. La définition de violence familiale donne aussi des exemples de comportements qui constituent de la violence familiale. Et ceux-ci comprennent les abus sexuels et physiques, le harcèlement, y compris la traque, les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser un animal. Prochaine diapo. Alors, je vais passer en revue certaines des dispositions sur la violence familiale. Alors, on porte une attention particulière au bien-être et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ceci permet aux juges de considérer quelque chose de très important lorsqu'ils prennent une décision au sujet de l'enfant. Il faut s'inquiéter du bien-être et de la sécurité de l'enfant sur les plans psychologiques, physiques et émotifs. Les juges doivent aussi considérer l'impact de la violence familiale sur l'intérêt supérieur de l'enfant lors des décisions d'arrangement parentaux. Et si une personne a commis de la violence familiale, il faut en tenir compte. Les juges doivent aussi examiner l'impact de la violence familiale sur la coopération entre parents. Pour aider les juges à déterminer l'impact de la violence familiale, la loi modifiée nomme certains facteurs dont il faut tenir compte. Par exemple, la nature et la gravité de la violence, les préjudices ou les menaces de préjudice, et si la violence familiale fait en sorte qu'un enfant ou un membre de la famille de l'enfant craint pour sa sécurité ou pour la sécurité d'une autre personne. Et je noterai que ces facteurs liés à la violence familiale tombent dans la définition de violence familiale. Comportement coercitif. C'est une forme de violence familiale très dangereuse et nous la voyons souvent dans un contexte de droit familial. En termes d'autres événements de violence familiale liés à la loi sur le divorce, il y a le temps de parentage non supervisé, les transferts et le fait de déménager, un déménagement important dans une autre région géographique. Il y a aussi d'autres dispositions qui identifient, qui font en sorte qu'un juge pourrait décider de changer des avis de déménagement. Il faut aussi éviter d'avoir des ordonnances qui sont en conflit. Alors maintenant, les juges doivent tenir compte de toute ordonnance de protection, de l'enfant et de toute procédure criminelle qui est en lien avec la cause. Prochaine diapo. La violence familiale se rapporte non seulement à la famille, mais au processus judiciaire, mais aussi à ce qui se passe dans le système judiciaire. La loi encourage les mécanismes de règlement de différends familiaux. En vertu de la loi, les conseillers juridiques ont l'obligation d'encourager leurs clients à faire affaire aux mécanismes de règlement des différends familiaux, à moins qu'il y ait des conditions familiales qui poseraient problème. Les circonstances particulières dans un cas vont déterminer le type de mécanisme de règlement de différends familiaux sera utilisé. Il est clair que la violence familiale a un impact sur les mesures proposées par les tribunaux et aussi sur les recommandations faites par les avocats.
Prochaine diapo. Maintenant, je cède la parole à Bianca. Merci, Robin. Alors, comme vous pouvez le voir, cette diapo montre les sections clés de la trousse d'outils. La première offre un aperçu de la trousse d'outils aide, y compris différents types de violences familiales, des choses que les clients pourraient ne pas divulguer et la façon dont les traumatismes peuvent les affecter. Ensuite, il y a un guide aide. Cette section contient de l'information détaillée sur la façon de poser des questions sur la violence familiale et aborde les préoccupations liées au risque et à la sécurité. Jérémy a parlé des 4 composantes il y a quelques instants, mais si vous les avez oubliées, nous allons les présenter à nouveau tantôt. Ensuite, il y a aussi un infogramme sur l'approche aide ainsi qu'une liste de contrôles qui examine les points clés lorsqu'il s'agit d'identifier et de répondre à la violence familiale. Ensuite, il y a le guide d'aide juridique qui offre des conseils aux conseillers juridiques afin de faire les choses. Et enfin, il y a du matériel supplémentaire. Ce sont des ressources d'environ 2 à 4 pages où vous pouvez trouver plus d'informations sur les sujets clés. Alors, avant d'approfondir certains des aspects clés de la trousse et comment les utiliser, je vais commencer par vous montrer comment accéder à la trousse d'outils et comment fonctionne la version en ligne. Alors, si vous pouvez me permettre de partager mon écran, merci. Alors, la trousse d'outils peut être accédée de certaines façons. Alors, vous pouvez taper « Trousse d'outils aide » dans votre navigateur. Comme vous pouvez le voir, c'est le premier résultat qui s'affiche. Ensuite, vous pouvez aussi y accéder au moyen du site web du ministère du gouvernement du Canada. Il y a un onglet qui s'appelle « Droits de la famille ». Il y a plusieurs ressources dans cet onglet. Mais l'une des ressources inclut des ressources qui sont consacrées au changement en droit de la famille. Et il y a des ressources pour les familles et pour les professionnels. Alors, encore une fois, je ne présenterai pas toutes les ressources qui s'y trouvent, mais je vais attirer votre attention sur certaines des ressources gratuites en ligne et accréditées de formation pour les conseillers. Une porte sur la violence familiale et le droit de la famille pour les conseillers juridiques. C'est un cours que nous présentons dans la section des ressources. C'est un cours que nous demandons aux conseillers de suivre avant d'utiliser la trousse. C'est Robin. Est-ce que vous êtes en train de présenter le site web parce que la page à l'écran, elle est figée sur une seule page? Ah oui, désolé. Bon, je vais essayer de partager mon écran au complet. Bon, vous voyez mon écran maintenant? Vous voyez cela? Oui, oui, nous voyons les pages sur le droit de la famille. Alors, je vais retourner un peu en arrière. Alors, comme je l'avais mentionné, il y a l'onglet sur les changements en droit de la famille. Et lorsque vous cliquez sur cet onglet, on vous demande de choisir si vous êtes un professionnel ou si vous êtes une famille. Alors, pour cette séance, nous allons cliquer sur « Professionnel ». Et ensuite, comme je l'ai mentionné, il y a des formations disponibles pour les professionnels. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cours en ligne gratuits, accrédités. Et celui dont je parlais, c'était celui qui porte sur la violence familiale et le droit de la famille pour les conseillers juridiques. Maintenant, si vous retournez à la page web ici, si vous allez un peu plus vers le bas, vous allez voir qu'il y a l'outil d'aide et c'est une des façons d'y accéder. Maintenant que nous avons examiné la page web de la trousse d'outils, il y a différentes façons de l'utiliser. Alors, l'une des façons, c'est d'enregistrer et d'imprimer la version PDF. C'est la version
qui a vraiment une belle conception, de belles couleurs, une version que l'on voulait pouvoir imprimer et qui serait le produit final. Et lorsque vous utilisez la version PDF, il y a des liens qui sont intégrés dans la table des matières. De cette façon, vous pouvez cliquer sur un des éléments dans la table des matières et cela vous apporte à la bonne page, vous amène à la bonne page. Il y a aussi des hyperliens qui sont intégrés dans le document. Par exemple, il y a l'onglet numéro 6 qui est le matériel supplémentaire et qui offre des conseils sur les discussions avec le client. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus et ça vous amène à l'onglet en question. Mais le seul problème avec cette version PDF, c'est qu'il n'y a pas moyen de retourner en arrière à la section où on était précédemment. Alors, si vous étiez en train de lire la section précédente et vous voulez apprendre davantage sur des conseils lors de discussions avec la cliente, c'est difficile de retourner en arrière. Alors, on vous donne un petit conseil, soit vous imprimez ou vous gardez une copie de la table des matières. Et comme ça, c'est facile de naviguer dans cet outil. Alors, si j'ai la table des matières devant moi ou si je me souviens de la page où j'étais, dans ce cas-ci, je me souviens du nom de la page, alors je retourne à la page 15 et je continue ma lecture. Alors, ça, c'est un survol de la version PDF. Maintenant, la version HTML qu'on trouve en ligne. Vous cliquez sur la table des matières et encore une fois, là, vous voyez toutes sortes de liens. Si vous cliquez sur un lien, on vous amène directement à la section où vous pouvez cliquer sur page suivante ou page précédente. Et ce qui est vraiment génial là-dedans, dans la version HTML, c'est qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'on a avec la version PDF. C'est plus facile de retourner à une section précédente. Alors, si, par exemple, on cherche un lien, disons, le lien qu'on avait cliqué dans la version PDF, on est envoyé à ce document complémentaire et après avoir tout lu ou après avoir lu l'information utile, on clique sur le bouton retour et on retourne tout de suite à la page précédente. Alors, si vous lisez, si vous utilisez l'outil pour la première fois, ce serait peut-être plus utile d'utiliser le document HTML. L'autre caractéristique de la version HTML qui pourrait vous être utile, c'est que vous pouvez télécharger une version PDF d'une section en particulier. L'outil comme tel est à 124 pages en anglais. Il y a peut-être des sections dans la trousse qui vous seront très utiles. Par exemple, vous pourriez regarder l'approche AIDE, c'est-à-dire une visuelle de la trousse d'outils. Alors, ce serait peut-être utile pour vous d'avoir cela imprimé sur votre bureau, dans votre... c'est facile à imprimer et vous ne seriez pas obligé d'imprimer le guide au complet. Et les PDF individuels sont très utiles aussi parce qu'il y a peut-être dans les documents complémentaires qui pourraient vous aider, par exemple des types de violences conjugales. C'est une ressource qu'on pourrait consulter une fois de temps en temps pour se rafraîchir la mémoire. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose, ça dépend bien sûr de vos connaissances et de votre expérience, mais ce n'est pas quelque chose dont vous auriez besoin à tous les jours ou à toutes les semaines. Toutefois, encore une fois, selon vos préférences, vos connaissances et votre expérience, vous pourriez trouver l'onglet qui porte sur la défense d'un client qui s'est engagé dans la violence familiale. C'est peut-être un onglet qui
pourrait vous aider souvent. Il y a des scénarios, par exemple, des choses que vous pourriez dire, comme les avocats nous ont dit lorsqu'on a fait l'essai de l'outil, les avocats ont dit que ces questions-là étaient très utiles. Alors, ça, c'est un aspect très utile de la version HTML. Même si vous n'avez pas envie d'utiliser la version HTML en tout temps, peut-être que vous pourriez au moins télécharger certaines sections qui vous seraient utiles. Alors, ça met fin à cet aperçu. Les interprètes ont demandé que vous vous rapprochiez du micro et que vous parliez un peu plus lentement. D'accord, d'accord. Voilà. Alors maintenant qu'on a eu un aperçu de ce guide, on va vous montrer, vous donner une idée de comment on peut se servir de ce scénario en utilisant une mise en situation. Dans ce scénario, une nouvelle cliente vient vous voir pour demander le divorce de son époux des 10 dernières années. Le couple a 3 enfants et ils vivent toujours ensemble dans la maison familiale. Le couple a immigré au Canada après la naissance des enfants. Lorsque vous posez des questions générales sur une relation familiale, la cliente insiste sur le fait que tout va bien. Elle veut tout simplement le divorce. Elle hésite à donner des détails. Elle répond souvent de manière abrupte à vos questions et semble parfois quelque peu hostile et agressive. Alors, en regardant les différentes sections de la trousse, il faut tenir à l'esprit ce scénario. Alors, avant de commencer, on voulait attirer votre attention à quelques ressources clés qui seraient utiles à revoir avant de commencer une discussion sur la violence conjugale. Tout d'abord, il y a de l'information sur les effets du traumatisme et qu'il faut les reconnaître parce que les clientes qui ont vécu des traumatismes pourraient réagir de façon inattendue. Par exemple, dans notre scénario, la cliente est peut-être hostile ou agressive, mais il est possible que ce comportement agressif et peut-être lié au traumatisme qu'elle a vécu. Il y a aussi de l'information sur la sécurité culturelle. Les clients ont plusieurs identités intersectionnelles et diversifiées qui ajoutent à leur expérience de violence conjugale. Si on revient au scénario, les clientes et leur identité en tant qu'immigrants au Canada peuvent avoir une incidence sur la façon qu'ils répondent à la violence familiale. Il y a aussi des considérations d'ordre culturel dont il faut tenir compte aussi. En plus, la trousse à outils donne des conseils pour une communication sûre et efficace, que ce soit en personne, par courriel, de manière virtuelle. Dans notre scénario, la cliente vit toujours avec son époux. Alors, il serait important de garder à l'esprit certains de ces conseils-là. Par exemple, si vous parlez à votre cliente au téléphone, il serait important de demander si elle est seule, si l'époux est dans la même pièce ou si l'époux est là ailleurs dans la maison. Et on insiste sur le fait que ce ne sont pas toutes les clientes qui divulguent de la violence familiale à un conseiller juridique de leur propre chef ou même quand on leur pose la question. Dans notre scénario, peut-être que la cliente ne dira rien, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple, il y a peut-être des problèmes linguistiques, peut-être que la cliente ne comprend pas que ce qu'elle vit, c'est de la violence conjugale ou ne voit pas cette violence comme étant pertinente dans son cas. Peut-être qu'elle a de la honte ou elle sent de la culpabilité ou elle a peut-être peur de perdre le soutien de sa famille. Prochaine diapo. Alors, l'approche aide commence avec une discussion initiale sur la violence familiale. On montre comment soulever cette question. Par exemple, on peut divulguer la violence familiale au début ou peut-être qu'un conseiller juridique peut déceler des indicateurs et poser des questions. Et il y a des façons de poser des questions directement à propos de la violence familiale. Dans notre scénario, même si il y a des indicateurs
éventuelles de violence familiale. Par exemple, la cliente hésite à partager des détails et il n'y avait pas vraiment d'indicateur clair. Et dans ce cas-ci, ce serait peut-être utile de poser des questions directement sur la violence conjugale. Alors, ici, on voit un extrait de la section A. On reconnaît l'importance des questions dans la discussion. L'avocate pourrait dire, je veux vous parler de la violence familiale. Il s'agit d'un sujet que j'aborde avec toutes mes clientes pour m'assurer que je connais leur situation, que je puisse donner les meilleurs conseils possibles. Certaines personnes trouvent que ces questions sont délicates et ça peut être difficile à répondre, mais elles sont vraiment importantes en matière de droit de la famille. On suggère également qu'on parle peut-être de la définition de la violence familiale pour que les clientes comprennent de quoi il s'agit, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il s'agit aussi de formes non physiques de violence conjugale. Ensuite, on donne des exemples de questions initiales qu'un avocat peut poser au début si la cliente est disposée à parler de la violence familiale. Il y a quelques exemples ici à l'écran. Avez-vous déjà eu peur de votre partenaire à cause de ce qu'il ou elle a dit ou fait, ou à vous ou à quelqu'un d'autre? Si oui, pouvez-vous donner un exemple? Votre ex-partenaire décide-t-il de combien d'argent vous pouvez disposer? Vous dit-il ou elle comment dépenser votre argent ou prend-il ou prend-elle toutes les décisions financières pour la famille? Est-ce que les enfants peuvent également être victimes de violences familiales de la part de votre ex-partenaire? On reconnaît qu'il n'y a pas souvent assez de temps pour avoir une discussion en profondeur à propos de la violence familiale et peut-être que la cliente n'est pas prête à divulguer au tout début. Il faut créer de la confiance et parler de la violence familiale est un processus qui se déroule tout au long de plusieurs réunions avec la cliente. Donc, il faut avoir une discussion initiale et parler des risques immédiats et des préoccupations immédiates avec les clients. Ce qui nous amène au deuxième élément, identifier les risques immédiats et les préoccupations en matière de sécurité. On recommande que les conseillers juridiques le fassent, même si il n'y a pas eu de divulgation de violence conjugale. Voici quelques exemples de questions qu'on pourrait poser. Par exemple, vous sentez-vous en sécurité de quitter mon bureau? Est-ce que votre ex-partenaire sait que vous êtes ici? La trousse donne de l'information sur des services d'aiguillage et sur les façons de communiquer en sécurité avec la cliente. Si on revient au scénario, peut-être qu'on pourrait aiguiller la cliente vers des organismes communautaires qui pourraient aider la cliente. Dans ce cas-ci, vous pourriez demander à la cliente si elle veut des suggestions de services dans sa communauté culturelle. On pourrait peut-être poser des questions sur des pratiques de communication sécuritaire puisqu'elle est toujours à la maison avec son mari. Est-ce que ce serait sûr de prendre une carte d'affaires avec elle ou un document, ou est-ce qu'il y a des endroits où elle peut mettre ses documents en sécurité? Et maintenant, le prochain élément, c'est de découvrir davantage sur les situations de violence familiale. Il y a quelques questions à l'écran. Votre ex-partenaire a-t-il ou elle fait ou dit des choses qui vous donnent l'impression qu'il ou elle pourrait vous blesser ou blesser quelqu'un ou encore briser quelque chose qui vous tient à cœur? Et il y a aussi des photos ou des vidéos intimes ou des messages inappropriés au sujet d'une personne sur les médias sociaux ou elle est partagée d'autres façons. Avez-vous vécu une telle expérience avec votre ex-partenaire? Il y a plusieurs questions pour ces deux, chacun des exemples de violence familiale dans la loi sur les divorces pour avoir une idée du comportement, des mauvais traitements physiques, sexuels, des menaces, la maltraitance psychologique, financière, harcèlement, traque, défaut de donner les nécessités de la vie et violence aux enfants. Et on donne des exemples de questions qu'un avocat pourrait poser pour comprendre la gravité, la fréquence et la durée de la violence conjugale et d'identifier les types de comportements abusifs, surtout le comportement dominant. On insiste sur le fait qu'il ne faut pas poser ces questions-là comme une liste de contrôle. Il faut poser des questions de manière sensible et répondre à ce que dit la cliente. Et le quatrième élément,
si on revient au sigle, c'est encourager l'adoption des mesures sécuritaires pendant toute la durée de la procédure de droit de la famille. Les risques de violence familiale peuvent changer. La séparation, c'est un moment de risque accru. On recommande de vérifier auprès de la cliente à propos de la violence conjugale tout au long de la procédure. Et on reconnaît que le processus peut augmenter le risque de violence. Par exemple, quand l'ex-partenaire est signifié de documents de la Cour, ça pourrait augmenter le risque. Dans notre scénario, la cliente vit toujours avec son époux. Il est important pour elle de savoir quand est-ce que son mari va recevoir des documents du tribunal. Peut-être que elle et ses enfants pourraient aller visiter des membres de la parenté durant la fin de semaine. Et ensuite, on regarde la sécurité des conseillers juridiques et leur personnel. Il faut reconnaître l'impact de l'exposition au traumatisme peut avoir sur les professionnels. Ça vous donne donc un survol de l'approche aide. Et maintenant, je redonne la parole à Robin qui va nous parler de la réponse juridique. La prochaine section de la trousse, du guide plutôt, c'est la réponse juridique qui donne de l'information sur différentes options en matière de droit de la famille. On regarde les impacts sur l'arrangement provisoire de la violence familiale et il y a d'autres considérations, par exemple, des tactiques d'abus des procédures juridiques et le règlement des différends. Et s'il faut recommander cela aux clients, il y a aussi la réponse du droit pénal à la violence conjugale et les procédures concurrentes également en matière de droit de la famille. Comme on a dit, il y a aussi du matériel supplémentaire qui donne de l'information sur des sujets clés. Il y a par exemple, des questions qui pourraient aider les conseillers juridiques à poser des questions. Vous avez à l'écran et à la prochaine diapo également toute une liste de matériel supplémentaire. Comme vous voyez à l'écran, on traite d'un grand éventail de sujets. Alors, j'espère que ça vous a donné une petite idée de la façon qu'on peut utiliser la trousse aide pour répondre à la violence familiale. Comme Jérémy a dit au début, le guide est très complet, il contient beaucoup d'informations. Toutefois, c'est créé pour qu'on puisse s'en servir de manière souple et on reconnaît que chaque cas est vraiment unique et on espère que les conseillers juridiques vont pouvoir s'inspirer de l'information qui serait la plus utile pour eux dans leur travail avec leurs clients. Prochaine diapo. On est allé trop loin. Alors, je suis heureuse de vous dire qu'on a reçu beaucoup de rétroactions positives à propos de la trousse aide depuis son lancement en janvier. Et on voulait donner quelques exemples des commentaires qu'on a reçus. Il y a un avocat qui nous a dit l'outil m'a avant tout permis d'être un meilleur avocat en mettant l'accent sur la violence familiale et en ayant un moyen d'en discuter avec les clients. Je pense que je leur offre un meilleur service, je peux mieux répondre à leurs besoins. Il y a quelqu'un aussi qui nous a dit la trousse d'outils est très complète. Tant que les avocats s'en servent, je pense que l'outil sera très utile pour aider à assurer un avenir plus sûr à tous ceux qui sont touchés par la violence familiale. Prochaine diapo. Et un de nos commentaires préférés, c'est ce qu'a dit l'honorable juge Chappelle de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Elle a dit lors d'une communication et une présentation à l'Association de droit de Carleton. En avril de l'année dernière, elle a dit « Cette trousse devrait être une lecture obligatoire pour tous les avocats en droit de la famille et les juges qui s'occupent des causes en droit de la famille. Sa lecture pourrait aider à sauver une vie. » On voit aussi à l'écran le lien à la trousse d'outils aide sur notre site Web. Et il y a aussi l'adresse de l'équipe responsable du projet. Si vous avez des questions et des commentaires à propos de la trousse
aide, vous pouvez les envoyer à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Prochaine diapo. Et avant de terminer notre présentation, je voudrais vous parler d'autres activités entreprises par Justice Canada pour mettre en œuvre les modifications de la loi sur le divorce et pour améliorer les réponses à la violence familiale. On a donné de la formation et des ressources pour les professionnels à travers le pays. Et il y a aussi des séances d'information pour les juges. On a créé une série de formations en ligne accréditées pour les conseillers juridiques, comme Bianca l'a dit, y compris un cours sur la violence familiale et le droit de la famille. Pour le grand public, on a publié une nouvelle fiche d'information sur le divorce et la violence familiale. C'est disponible sur notre site web en 14 langues différentes. Nous avons mis à jour le contenu sur la violence familiale dans beaucoup de nos publications. Y compris comment se préparer, la liste de vérification pour le plan parental et le document sur les prochaines étapes pour une famille. Et on a annoncé dans le budget fédéral en 2021 un financement pour la justice familiale. Et il y a un budget pour que les provinces et les territoires puissent augmenter les services pour le temps de parentage. Et il y a aussi des outils pour avoir accès au système de justice familiale et comment répondre à la violence familiale. Et il y a aussi l'accès à des conseils juridiques gratuits et la représentation par un avocat pour les victimes de violences dans le système de justice pénale et de droit de la famille. Et il y a un excellent projet qu'on a financé. Souvent, les victimes et les défenseurs des droits identifient le besoin d'avoir plus de formation sur la violence familiale et le droit de la famille. Et en décembre de 2022, le mois dernier, le ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement du Canada va donner un financement à l'Institut national judiciaire pour la formation sur la violence familiale et le droit familial. Il s'agit d'un organisme dirigé par les juges qui donne du développement professionnel à tous les juges nommés dans les provinces et les territoires et au fédéral partout au Canada. Le financement de Justice Canada permettra de créer un cours national en ligne sur la violence familiale et surtout sur la violence conjugale dans le système de droit de la famille, ce qui donnera aux juges des connaissances et des outils pour identifier, comprendre et réagir à la violence conjugale et d'autres types de violences familiales. Encore une fois, il s'agit d'un de plusieurs projets qu'on a pu appuyer grâce à ce financement. Et je sais qu'on travaille sur des projets à travers le pays et cela aidera à répondre aux situations de violence familiale par le système de droit de la famille. Alors, ceci met fin à notre présentation et maintenant, on va ouvrir la période de questions et de réponses. C'est Peter qui va animer cette partie de l'après-midi. Merci beaucoup pour toute cette information. C'est beaucoup de matière à réflexion et je sais que cet outil cette trousse d'aide va circuler partout au pays. Il y a plusieurs questions. Je vais vous poser chaque question et je vous permettrai de répondre si vous voulez bien. Il y a une question d'ordre général qu'on a déjà entendue et souvent,
les avocats disent à leurs clients qu'il ne faut pas soulever la question de la violence familiale parce qu'on a peur que cela rend la situation encore plus difficile. Bien sûr, chaque cause est unique et bien sûr, chaque avocat a sa propre formation, son propre niveau de confort. Est-ce que vous avez des commentaires sur le fait que beaucoup d'avocats disent de ne pas soulever la question du tout? Réponse. Oui, oui. Et c'est une question, mais c'est très difficile de répondre à cette question. D'un côté, il est important pour les avocats de reconnaître que la loi sur le divorce exige des juges qui tiennent compte de l'impact sur la violence familiale lorsqu'il s'agit d'arrangements parentaux. Et de plus, nous savons que les juges doivent poser des questions sur des questions connexes qui, en ce qui concerne le divorce, pour justement essayer de voir s'il y a des éléments de violence familiale dans la cause. En plus de la loi fédérale sur le divorce, les dispositions sur la violence familiale se retrouvent dans les lois provinciales où les lois provinciales ont leurs propres dispositions en matière de violence familiale. La loi exige justement que la violence familiale soit abordée, le cas échéant, dans la cause. Et il y en a qui ont de l'expérience personnelle là-dedans. Nous savons souvent qu'on nie des allégations de violence familiale et on parle d'aliénation parentale de la part du parent victimisé. Ça peut être délicat et difficile, mais en fin de compte, nous pensons qu'il est toujours important de soulever les questions de violence familiale parce que c'est très pertinent à une cause de droit familial. C'est important d'entendre le son de cloche des gens faisant partie du centre CUVAC. Réponse de Peter. Oui, justement, ça soulève beaucoup de questions. Et les gens aussi demandent ou disent, et là, on ne peut pas parler au nom des juges, et on n'est pas là pour critiquer les juges, mais il y a on dispose de si peu de temps devant les tribunaux qu'ils ne peuvent pas traiter de toutes les questions. Et parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour que le tribunal puisse dire qu'il existe de la violence familiale. Dans quel souvent, est-ce que le rapport de la victime est crédible s'il n'y a pas de rapport de la police, par exemple? C'est une question soulevée par une survivante et par un avocat. Au-delà de la crédibilité de la victime, qu'est-ce qu'un avocat peut présenter pour montrer qu'il s'agit d'une question dont il faut tenir compte lors de la cause? Bianca, Charmia, vous pouvez répondre aussi. Moi, je dois dire qu'en tant que membre du ministère de la Justice, on ne veut pas dire aux avocats comment faire leur travail. On ne fait pas leur travail. Et ils ne seraient pas intéressés à recevoir nos conseils ou on n'est pas là pour leur mandater quoi faire. Alors, il faut faire bien attention. Mais ce qu'on a essayé de faire grâce à cette trousse, c'est de présenter différents types d'éléments de preuve que les avocats pourraient essayer d'identifier et s'assurer également qu'ils soient conscients du fait que on n'essaie pas d'établir une norme de preuve au niveau pénal et, et il y a des éléments en droit familial qu'on ne pourrait pas présenter devant un tribunal pénal, par exemple. Alors, c'est difficile, effectivement. On a donné certaines directives ou certains conseils, mais
La seule chose qu'on puisse dire aux avocats, c'est qu'il existe beaucoup de bonnes formations et on ajoute à cette offre de formation à tous les ans et que ça vaut la peine de les suivre. Il y a un avocat principal, Kerry Aaron, qui a écrit dans le chat, qui nous rappelle que c'est le devoir des avocats de bien se préparer et de répondre à ces accusations de mensonges. Et il faut être préparé à se battre contre les mythes de la violence familiale. Cher ami, aimerait ajouter quelque chose? Je regarde les questions qui passent. Ce sont des questions excellentes. Et bon, cette trousse vise à faire une seule chose, mais nous sommes ici et nous travaillons avec différents groupes et avec des avocats pour dire que ce qu'on présente ici, c'est très limité. Mais il faut avoir des discussions avec différents groupes. La trousse n'est qu'un élément du puzzle. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais on essaie de réunir de l'information. Et je vois des questions comme quoi, des questions qui les gens demandent comment est-ce que d'autres personnes pourraient utiliser la trousse? Comment est-ce qu'on peut appliquer la trousse lorsqu'il n'y a pas d'avocat? Quelle serait l'utilité de cela? Est-ce que les juges pourraient y avoir accès et s'en servir? Alors, un élément très important, c'est ce que vous demandez. Quelles sont ces questions clés et qui peut y répondre? Ou comment est-ce qu'on peut réunir les bons interlocuteurs? Bon, je vois un autre commentaire dans le clavardage. C'est une question provenant d'un conseiller juridique chevronné. Que les avocats disent peut-être aux clients de ne pas en parler au cas où ça poserait des problèmes. Ça ne signifie pas que les avocats n'en parlent pas, mais ils le font attentivement et avec soin parce qu'ils savent quel problème ça pourrait causer. Alors, il y a des commentaires très intéressants dans la fonction de clavardage. Robin, il y avait une question, mais je pense que vous l'avez abordée. Ça demande de parler des projets qui se passent un peu partout dans le pays. On demande, y a-t-il des ressources pour appuyer les avocats qui ont affaire avec les allégations de violence familiale? Quelles ressources sont à leur disposition? Quelles ressources vont leur permettre d'analyser l'information, de fournir des soutiens, par exemple, le temps de parentage supervisé, entre autres? Avez-vous une idée de ce qui se fait à l'échelle nationale? Je sais que vous avez plusieurs projets en cours de route. C'est intéressant de voir ce qui se fait dans différentes provinces et différents territoires. Et est-ce qu'on a des ressources pour pouvoir compléter les modifications faites à la loi? Oui, c'est une question un peu difficile, dit Robin. Pour les juges, en particulier, je pense qu'il est important de savoir que, vu l'indépendance du gouvernement et du judiciaire, le gouvernement ne fait pas la formation des juges. Cependant, l'Institut national juridique publie de l'information sur les genres de cours qu'il met à la disposition des juges. Et nous savons, par exemple, qu'il y a un cours sur le droit de la famille pour les juges qui comprend du contenu sur la violence familiale. Et bien sûr, il y a un nouveau cours qui portera sur la violence familiale et le droit de la famille que nous sommes en train d'élaborer. Alors, c'est encourageant. En termes d'autres ressources pour le système de droit de la famille et violence familiale, au cours des dernières années, la violence familiale est devenue un domaine de priorité pour nos collègues à l'échelle nationale, provinciale, territoriale. Et je pense que chaque territoire et province a ses propres ressources. Et nous, nous partageons différents projets pilotes les uns avec les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a une prise de conscience qui est en train d'augmenter
l'élan qui a commencé. Alors, dans ce contexte, je ne voudrais pas avoir une discussion détaillée de ce qui se trouve un peu partout, mais je peux vous dire que dans le pays, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de ressources. Alors, je pense que c'est une des suggestions dans la trousse d'outils, dit Peter. Il s'agit d'encourager les avocats à parler aux ressources communautaires afin de les appuyer dans leur travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en relief? Je pense que beaucoup de personnes ont posé des questions concernant les ressources collaboratives qui seraient à la disposition des avocats avant qu'ils passent devant les tribunaux et par la suite. Bon, désolé, j'ai l'impression de dominer la conversation. Mes collègues peuvent parler. Dans le matériel supplémentaire, nous avons de l'information. C'est un gabarit. Les avocats peuvent l'utiliser en fonction de ce qui est disponible dans leur communauté, mais ça donne quelques idées. Et ça les aide à savoir ce qu'ils peuvent chercher. Ça parle d'organisations parapluies auxquelles ils peuvent obtenir des informations et de sites web clés, par exemple. Le site de Femmes, Égalité et Égalité des genres Canada. Dans ce site, il y a des liens à d'excellentes ressources et ceux-ci sont organisés par province et territoire. Il y a de l'information dans la trousse d'outils à ce sujet. Alors, si mes collègues ont quelque chose à ajouter, allez-y. Oh, ben, je pense qu'elles ont confiance en ce que vous avez dit Peter. Eh bien, ça serait un travail d'envergure. On en a déjà parlé avec certaines personnes pour essayer de voir si on pouvait établir un catalogue ou une sorte d'inventaire des services auxquels les gens pourraient accéder. Nous pensons que c'est une excellente idée, mais le faire et le maintenir à jour, ce sera un défi. Alors, nous encourageons, et ce que les gens qui ont essayé la trousse nous ont dit, nous encourageons les gens à se rendre dans leur communauté, à trouver les ressources, à établir des liens personnellement. Parce qu'une liste peut vous donner un point de départ, mais le fait d'établir ces connexions, c'est vraiment là où vous allez voir l'utilité de ces relations, le fait de bien comprendre votre base de clients et le fait de pouvoir établir des liens avec les divers groupes qui ont des connaissances et qui pourraient vous faire part des mesures nécessaires pour leur clientèle, ce serait utile. Alors, je pense qu'il s'agit de nous fournissons un cadre, quelques points de départ. Et ici, ce serait une excellente idée si les gens qui utilisent la trousse pouvaient se rendre sur le terrain et aller explorer ce qui se trouve dans leur localité. On parle aussi avec diverses personnes, par exemple, et on les encourage à créer peut-être des petits groupes de pratique, entre autres. Il y aurait peut-être un chapitre d'un groupe avec lequel vous êtes actif. Alors, vous pourriez partager ces ressources à un niveau communautaire. Alors, il y a plusieurs façons de miser sur les connaissances et les ressources pour créer d'excellentes communautés dans votre localité. Alors, je vois que quelqu'un a la main levée. Martha, vous pouvez écrire votre question dans le clavardage ou dans le module de questions et réponses. C'est la meilleure façon de poser votre question. Alors, si vous pouvez taper votre question, Martha, allez-y. Une autre question porte sur l'éducation. Dans quelle mesure est-ce que les écoles de droit ont adopté la trousse d'outils? Parce que ce serait une bonne façon de faire la formation juridique, c'est de la présenter aux avocats en devenir. Alors, y a-t-il des mises à jour de la part des écoles de droit au sujet de la trousse? Malheureusement, je n'ai pas d'informations et je ne peux pour cette question, mais c'est une excellente question. On nous a invités à donner des présentations sur la trousse d'outils à à des associations du barreau et à des sociétés de droit
un peu partout au pays, ainsi qu'à des groupes de médiateurs et médiatrices dans le contexte de cours de formation. Mais à savoir si les écoles de droit s'en servent, je ne le sais pas. Mais ce serait une très bonne idée si elles le faisaient. Une autre question, et je n'y répondrai pas. Qu'est-ce que les juges font lorsqu'il y a une constatation de violence familiale? Un avocat a bien représenté sa cliente. Le juge, comment est-ce que le juge va examiner l'impact et établir un plan de parentage, ou y a-t-il un autre outil qui a été établi par un tiers? Parce que vous savez, les juges vont dépendre des soumissions provenant des avocats, des survivantes, et devront évaluer les besoins. Alors, comment est-ce que l'information va d'une constatation de violence familiale jusqu'à l'impact et la découverte des besoins? Ces questions sont difficiles, dit Robin. Oh, j'essaie de choisir les plus faciles, en fait, dit Peter. C'est quelque chose que nous avons essayé d'aborder légèrement dans la trousse d'outils. Nous voulons souligner l'importance des évaluations, des arrangements parentaux lorsqu'il y a eu constatation de violence familiale. Dans ces cas, il est important de trouver un expert qui s'y connaît en matière de violence familiale. C'est un domaine précis d'expertise qui va bien au-delà de l'expertise en parentage. Mais je ne sais pas vraiment comment répondre à la question. Dans le case law, au cours des 2 dernières années, on voit que les juges commencent à se référer aux dispositions de la loi sur le divorce, qu'ils commencent à examiner l'information qui leur est présentée. On a vu des décisions importantes découlant, provenant de tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada. Et puis, ça a été une surprise agréable de voir ces décisions. Dans ce cas, dans une des décisions, il s'agissait d'un déplacement important et la Cour suprême a parlé de certains des aspects des modifications de la loi sur le divorce et a fait certains énoncés par rapport à la violence familiale. Alors, je suis encouragée parce que l'on voit, on porte attention à ce qui se trouve dans la loi et autrement, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Bon, voici une question que vous pourriez décider de donner à quelqu'un d'autre. Elle se trouve dans le clavardage. À quel point est-ce que les causes de violence familiale peuvent être jugées par médiation? Vous savez, parfois, on ne peut pas avoir certaines personnes dans une même salle en même temps. Alors, est-ce que la médiation serait appropriée pour les victimes de violences familiales, surtout lorsqu'on parle des retards considérables au-delà des audiences d'urgence? Avez-vous des réflexions à ce sujet? Est-ce que c'est abordé dans la trousse d'outils? Oui? La trousse d'outils en parle. Nous, au ministère de la Justice, on ne veut pas dire aux avocats comment mener leur pratique. Et on ne veut pas pencher d'un côté ou de l'autre lorsqu'il s'agit du règlement des conflits.
Mais on a montré qu'il peut y avoir des avantages à l'utilisation des mécanismes de règlement des différends familiaux et qu'on peut aussi avoir affaire avec, on peut aussi avoir recours à des services de médiation où les deux parties ne se rencontrent pas en personne. Parfois, on a l'impression qu'il est important d'avoir le caractère officiel d'une audience devant les tribunaux, mais il n'y a pas de réponse universelle. On en parle, par exemple, dans la trousse d'outils pour que les gens puissent réfléchir aux différentes considérations. Oui, question un peu plus ample. Lorsqu'on examine la réalité diverse du Canada, les milieux urbains, les milieux ruraux, différents accès à différentes ressources, dans les recherches que vous avez menées, avez-vous remarqué des stratégies qui ont évolué, des stratégies au sein des communautés? Encore une fois, si on peut examiner les réalités dans les milieux urbains par rapport aux milieux éloignés et ruraux du Nord. Mon cher ami Bianca, je pense que vous êtes bien placé pour répondre à cette question-là, surtout par rapport à ce que vous avez entendu de la part des gens qui ont mis la trousse à l'essai. Est-ce que vous voulez commencer avec les documents de réflexion? Oui, je ne sais pas si les documents de réflexion y ont pensé, mais quand on mettait la trousse à l'essai, on essayait d'avoir des représentants d'avocats qui ont leur pratique dans les milieux plus ruraux. C'était utile d'avoir leur son de cloche. On a essayé d'inclure quelques recommandations, surtout par rapport à la sécurité, des préoccupations en matière de sécurité et de risque. Parce que c'est difficile, plus difficile pour les gens en milieu rural ou éloigné de trouver un lieu sûr. Il y a moins d'organismes communautaires. Et souvent, il est difficile de rejoindre ces services si la famille n'a qu'une seule voiture sans que l'agresseur soit au courant. Alors, on a essayé de mettre des commentaires là-dessus dans la trousse d'outils. Cher ami, bon, j'aimerais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a posé des questions aux gens qui ont mis la trousse à l'outil, à l'essai, je dirais que les réponses étaient vraiment, chaque réponse était unique. Certains avocats ont dit: «Ah, j'ai pris des arrangements avec un hôtel local. Si j'ai besoin de sortir quelqu'un d'une situation dangereuse rapidement, j'ai des arrangements». Alors, il s'agit d'avoir des liens dans la communauté et d'établir un bon réseau de gens et de ressources et de voir ce que font d'autres et de voir comment vous pourriez vous en profiter vous-même. Hem, Ça prend beaucoup de points de vue différents, ça prend beaucoup, d'intervenants pour, travailler sur la violence familiale et il faut faire appel à, des groupes communautaires avec des amis qui travaillent dans le même secteur. Il faut partager des idées. Il il faut que ce soit, une réponse communautaire. C'est comme ça qu'on va effectuer des changements. Parce que comme on a noté, il s'agit de cas uniques et dans votre collectivité, vous connaissez les ressources, vous savez comment aller chercher ces ressources. Vous savez mieux que nous, par exemple. Nous, on ne pourrait pas vous dire quoi faire chez vous. On a parlé à plusieurs avocats qui ont essayé cette, trousse, d'aide et venaient de l'aide juridique et dans certaines provinces, ben, j'imagine que l'aide juridique, dans toutes les provinces donne une bonne formation aux avocats, mais je pense à un avocat en particulier qui travaillait avec l'aide juridique et elle a parlé du fait qu'il
ils ont pris de l'information de la trousse d'outils pour établir de nouveaux liens et ils ont créé un groupe de pratique dans leur propre communauté. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus, mais je pense que les conseils les plus précieux viennent de la communauté. Et une dernière question. Et là, on revient à la formation des avocats, à leur accréditation. C'est une question un peu délicate. Et il y a une survivante qui a dit, qu'est-ce qui arrive si on a un avocat qui n'a pas de pratique qui tient compte de la violence et des traumatismes? Si on a un avocat qui ne comprend pas la violence familiale ou ce que ça veut dire de tenir compte des traumatismes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la personne devrait chercher un autre avocat? Ou pensez-vous que les normes de pratique ou les attentes face aux avocats qui travaillent dans le domaine vont changer? C'est peut-être une question un peu délicate, mais Robin, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Il est important d'expliquer que le ministère de la Justice n'a pas de pouvoir en matière d'exigence pour les avocats. Ce sont les barreaux dans chaque province et territoire qui établissent les normes. On peut bien sûr encourager et je peux vous dire que durant notre travail, les barreaux et la Fédération des barreaux du Canada ont été des partenaires incroyables pour nous. Ils s'est intéressés à notre projet, ils ont réagi lorsqu'on a demandé de partager de l'information et ils nous ont donné leur commentaires sur les différentes versions de la trousse. C'était encourageant. Je pense que de plus en plus, les avocats et les organismes qui les encadrent reconnaissent l'importance de la formation de nos avocats en droit familial. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'avocats qui reçoivent cette formation et ce sera de plus en plus facile de trouver un bon avocat. Je pense que c'est à peu près tout ce que je puisse dire. On il y a des services d'aiguillage aux avocats. Chaque barreau au pays a ce service, d'aiguillage, où on peut recevoir une demi-heure de conseils, gratuits. Alors, c'est une façon d'avoir accès à un avocat. Donc il existe des moyens de trouver le bon conseiller juridique et il y a de l'information sur notre site web là-dessus aussi. C'est peut-être un bon point de départ si quelqu'un cherche un conseiller juridique. Très bien. Je viens de voir que dans la boîte de clavardage, il y a un lien, sur, les avocats et l'approche tenant compte, des traumatismes. On a eu une belle discussion là-dessus d'ailleurs. Maintenant, je donne la parole à Lisa, qui va nous donner ses derniers commentaires, nous parler des événements à venir. J'aimerais vous remercier, Robin, Bianca et cher ami, d'être là avec nous. Je sais que vous avez travaillé énormément sur la trousse d'aide et cela a suscité beaucoup de discussions. Parfois, les réponses ne sont pas aussi importantes que les questions parce que les questions permettent aux gens de collaborer sur ces questions difficiles. Je sais que vous avez donné votre soutien et votre encouragement à ces efforts de collaboration. Et bon, moi, je travaille dans le domaine depuis 50 ans et je je dois vous dire que il y a une certaine limite à ce que peuvent dire les représentants du fédéral. Alors, vous
pouvez faire beaucoup de travail pour faire la promotion de ce travail et pour encourager les gens à se parler, mais vous avez des limites en ce qui concerne vos commentaires sur une cause en particulier ou sur une directive à donner à un avocat ou un juge. J'apprécie beaucoup la façon que vous avez répondu aux questions et j'espère que tous les participants et toutes les participantes ont compris cela. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup apprécié ce que vous avez partagé avec nous et aussi les limites de vos rôles. Je suis là, mais pour une raison que j'ignore, euh, ma caméra ne fonctionne pas. Alors, j'aimerais aussi remercier nos conférencières qui ont partagé tant d'informations avec nous et merci aux participants pour leurs excellentes questions. Ce sont des discussions qu'il faut poursuivre. Mais avant de vous dire au revoir, est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? J'aimerais vous parler des webinaires à venir et qui seront offerts dans le cadre de notre projet sur la violence familiale. Et le lien à notre site est là. Le 8 février, il y aura un webinaire sur la consommation de substances et la violence conjugale. Et le centre de recherche au Manitoba va l'offrir. Et le 16, il y aura un webinaire sur le Québec le 16 février sur la violence conjugale et les problèmes d'immigration. Et il y a une date à confirmer au mois de février où la Colombie-Britannique va donner une conférence sur la symétrie du genre. Et au mois de mars, la date est à confirmer, le Manitoba fera un webinaire sur le traumatisme cérébral et le tribunal de la famille. Et finalement, avant de vous dire au revoir, on va afficher un lien dans la boîte de clavardage qui vous enverra au sondage de rétroaction. On vous demande de remplir ce sondage. Votre rétroaction est tellement importante pour nous. On voudrait s'assurer que ces webinaires soient utiles pour vous. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que l'information que vous avez apprise ici vous aidera à procéder avec votre travail.